Cette semaine, on va voir les notions de méthode par ensemble. On va commencer avec certaines notions de base sur les ensembles. Si on se réfère au théorème du no free lunch, qui dit qu'il n'y a aucun algorithme d'apprentissage qui est supérieur à tous les autres pour tous les problèmes, on va dire dans le fond d'utiliser une méthode particulière n'est pas nécessairement applicable dans le cas général. C'est vrai si on fait l'hypothèse que l'ensemble des problèmes auxquels on fait face sont distribués de façon complète. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des problèmes complètement irréguliers avec deux solutions proches qui sont anticorrélées, qui ont des résultats qui sont vraiment très variables. Donc, ça, en pratique, ce n'est pas ce qu'on a. On a une certaine régularité, une certaine douceur dans nos problèmes. On suppose qu'une solution en proximité d'une autre va avoir une performance similaire. Donc, dans le contexte de travailler avec la nature, avec des problèmes ou des notions d'optimisation qui sont présentes dans la nature, on a quand même des algorithmes qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Mais il n'y a pas d'algorithme universel, il n'y a pas une approche qui est bonne dans tous les cas. Il y a des approches qui sont bonnes dans certains cas, qui ont un biais inductif intéressant pour certains types de données. Il y en a d'autres qui sont meilleurs dans d'autres circonstances. Mais il y aurait peut-être une idée, ça serait de faire des ensembles, d'avoir plusieurs modèles qui ont des performances variables et de les combiner ensemble, d'aller chercher le meilleur de leur solution, le meilleur de leur façon de traiter l'information. Puis ça, ben, ça reflète un peu l'idée des approches par ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle universellement meilleur, il n'y a pas un bon modèle, mais on pourrait en avoir plusieurs qui, mis ensemble, vont être très performants et vont être très robustes aussi par rapport à nos données. Il y a un argument statistique à l'arrière de ça, c'est de dire que, dans le fond, la moyenne d'un ensemble d'échantillons est beaucoup plus fiable qu'un seul échantillon. Donc, on peut avoir un échantillon, puis par chance, il peut être près de la moyenne. On peut dire qu'il peut avoir une valeur intéressante, bien représentative, mais si on en a plusieurs, puis on moyenne les valeurs sur plusieurs mesures, bien là, on a plus confiance que cette moyenne-là va se rapprocher de la réalité ou de la tendance lourde par rapport à un certain phénomène qu'on veut modéliser. Puis en faisant des décisions d'ensemble, on élimine la variance, parce que dans le fond, c'est ça qui peut faire mal des fois, c'est d'un cas à l'autre, d'un modèle entraîné à un autre modèle entraîné. Par la stochasticité de l'algorithme d'apprentissage, on peut avoir une solution qui est très mauvaise parfois ou très bonne dans certains cas. Puis ça, bien, que ce soit très bon dans certains cas, on ne se plaindra pas, mais que ce soit très mauvais dans certains cas, c'est problématique. Si on peut éliminer cette variance-là, si on peut s'assurer que nos modèles sont quand même bons, mais qui varient peu d'une fois à l'autre, c'est beaucoup plus intéressant. Puis ça, bien, ça revient à dire qu'on va retirer le bruit des décisions individuelles en faisant du Moyen-Âge. Donc, c'est une technique standard pour réduire le bruit, c'est de faire du Moyen-Âge. Donc, le bruit ici, c'est de dire qu'on a des classifieurs particuliers ou des modèles particuliers qui se trompent. Donc, ils peuvent se tromper, mais si on a un ensemble, on peut espérer qu'ils ne vont pas tous se tromper à la même place. Donc, s'ils ne se trompent pas à la même place, on peut, par Moyen-Âge, quand même éviter plusieurs erreurs occasionnées par des décisions individuelles, de modèles individuels. Ça réfère aussi à l'adage que plusieurs têtes valent mieux qu'une. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on dit couramment. Puis, ben, l'idée de base, le modèle de base par ensemble, c'est les méthodes par vote. Donc, les méthodes par vote, c'est qu'on a plusieurs modèles utilisables, puis on leur donne un poids égal ou un poids ajusté selon leurs compétences, puis on les fait voter. Puis, on va choisir la décision qui a reçu le plus de votes. Il y a des approches un peu plus élaborées que ça, comme les cas de correction d'erreurs qu'on va voir cette semaine, où là, on va plutôt spécialiser nos membres, nos modèles d'ensemble sur certains types de décisions, mais on va les encoder d'une certaine façon qu'on va être capable de trouver la bonne réponse, malgré le fait qu'il y ait un ou plusieurs membres qui soient en erreur dans notre ensemble, selon l'encodage qu'on utilise. On peut aussi vouloir faire de l'échantillonnage dynamique de données ou de caractéristiques, c'est-à-dire qu'on va entraîner des différents modèles, mais pas sur les mêmes variables d'entrée, pas sur les mêmes données d'entraînement. Puis en variant ça, on crée une certaine variabilité, de sorte que chacun n'a pas exactement la même vision, les mêmes variables, ou n'a pas été entraîné avec les mêmes données. Puis de cette façon-là, on va avoir une certaine variabilité qui va être intéressante, qui va faire en sorte, on l'espère, que les modèles ne vont pas se tromper tous à la même place. Tous à cause d'une variable particulière qui était bruitée, par exemple. On peut faire des mixtures d'experts où là, carrément, on va évaluer la compétence de nos modèles selon la donnée qu'on veut traiter. Voilà.
Dans le fond, les approches par ensemble, on les justifie en partie en faisant référence au théorème du jury de Condorcet. Condorcet, c'est un philosophe mathématicien français du 18e siècle, qui était actif un peu avant la Révolution française. Et dans le fond, il a même été décédé durant la Révolution française. Mais lui, il a apporté une vision intéressante, une justification mathématique aux approches de type jury, de type démocratie. Dans le fond, la question qu'on peut se poser, qui est répondue en partie par le théorème du jury de Condorcet, c'est de dire quelle est la probabilité qu'un jury, avec plusieurs membres votants, obtienne une décision à majorité qui soit correcte. En supposant qu'il y a deux décisions possibles. Donc, il y a une décision qui est la bonne et une décision qui est erronée. Si on a deux décisions possibles, une bonne, une erronée, si on dit que chaque membre du jury a une probabilité P de prendre une décision correcte. On dit, bien, chacun a une probabilité P de prendre une décision correcte. On dit que lorsque la probabilité P, lorsque chaque membre du jury a plus que 50% de chance de prendre la bonne décision, bien, il s'avère que lorsque la tête du jury tend vers un grand nombre, lorsqu'on a plusieurs membres dans le jury, la probabilité de prendre la bonne décision tend vers 1. Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'on est capable, on ne se trompera pas comme ça. Puis inversement, si la probabilité de prendre la bonne décision est inférieure à 50%, donc si on a plus que 50% de chance de se tromper, mais la probabilité de prendre une bonne décision pour l'ensemble tend asymptotiquement vers 0, donc on va nécessairement se tromper. Donc ça, c'est remarquable. Ça veut dire que si on bâtit un jury, puis chaque membre a quand même au moins plus que 50% de chance de ne pas se tromper, bien là, ça veut dire qu'on va arriver à une bonne décision si on a un jury suffisamment gros. Sauf qu'il y a un mais, il y a une condition, une hypothèse qu'on fait ici, c'est de dire que les votes sont indépendants et identiquement distribués. Donc, c'est l'hypothèse IID. Puis ça, c'est une hypothèse qui est quand même forte. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que les votes de chacun des jurys ne vont pas être dépendants, ne vont pas être basés sur les mêmes choses, ne vont pas être corrélés d'une certaine façon. Donc, on suppose qu'ils sont indépendants, on suppose aussi qu'ils sont identiquement distribués. Et donc, chaque jury ne va pas être influencé de la même façon, puis il ne va pas donc nécessairement faire les mêmes erreurs sur les mêmes données. Puis ça, bien, c'est une hypothèse qui est quand même très forte, parce qu'on sait bien que si on fait un jury avec des humains, il y a des biais culturels, il y a des biais assez importants qui sont présents, qui vont amener à avoir une bonne partie, si ce n'est pas l'ensemble du jury, qui va être influencé dans un sens ou dans l'autre. Et donc, le théorème mathématique ne s'applique pas tel quel dans la vraie vie. Il faut quand même le prendre avec un certain grain de sel. Ceci dit, quand Marquis de Condorcet a proposé ça en 1785, donc ça fait quand même un certain temps, on a vu ça comme étant une justification mathématique de la démocratie, ce qui est quand même, je trouve, très sympathique. Puis c'est quand même étudié en sciences politiques, cette approche-là. Donc, c'est vraiment assez de base comme théorème, mais qui donne une justification intéressante des approches par vote, des approches démocratiques. Donc, pour créer des ensembles, lorsqu'on parle d'ensemble maintenant de modèles de classement de données, par exemple, de modèles d'apprentissage supervisé, on peut générer donc des ensembles divers, parce que si on génère des ensembles de modèles identiques, ça ne donne absolument rien, parce que tous les modèles vont donner la même décision, fait que tant qu'à faire, on en aurait juste besoin d'un seul modèle. Ce qui est important, donc, c'est d'avoir quand même des modèles avec une certaine variété. Donc, on peut commencer en utilisant différents algorithmes d'apprentissage. Je veux dire qu'on va monter un ensemble avec des SVM, des perceptrons multicouches, des cas plus proches voisins, etc. Donc, on fait différentes hypothèses sur les données, puis on suppose que ces différents algorithmes d'apprentissage vont performer différemment, ne vont pas faire les mêmes erreurs sur les mêmes données. Donc, ça, c'est une approche possible. Donc, des ensembles hétérogènes, qu'on dit souvent. Sinon, on peut avoir
un algorithme d'apprentissage, mais de faire varier les hyperparamètres de cet algorithme-là. Si par exemple, on fait un ensemble de réseaux de neurones, on peut faire varier le nombre de neurones, le nombre de couches cachées, la fonction d'activation, etc. Donc, on peut jouer un peu avec la configuration des différents modèles de réseaux de neurones pour faire en sorte qu'on ait un ensemble varié. On peut faire varier le nombre de voisins avec le cas plus proche voisin, par exemple, la mesure de distance. Avec la matrice, avec les approches paramétriques, on peut changer de type de matrice de covariance, tester différents modèles. Donc, c'est des façons de générer des ensembles avec un seul algorithme, mais différents hyperparamètres pour chacun des membres. On peut aussi jouer avec la représentation. Donc là, on peut avoir différentes mesures, différents capteurs. Donc, on a différentes façons de mesurer une donnée. Avec ces différentes vues-là, on combine ça dans un ensemble. On peut aussi jouer avec les caractéristiques, les variables de notre problème. Si on a un certain nombre de variables, on peut en prendre seulement un sous-ensemble pour chacun des membres. Donc, chacun des membres va être entraîné sur un sous-ensemble des variables disponibles. Puis, de cette façon-là, il ne verra pas tout. Puis, cette vue partielle-là va créer une certaine variabilité dans les décisions. Donc, les approches dites de forêt aléatoire, de random subspaces, ça se base là-dessus. Puis aussi, la dernière approche, qui est une approche qui est très courante, c'est de jouer avec les jeux d'entraînement. Donc, on peut soit faire des échantillonnages aléatoires de jeux d'entraînement à partir d'un jeu d'entraînement de base. Ça correspond au bagging. Ou on peut faire une approche active où là, on va se concentrer sur les données mal classées, puis on va les échantillonner plus fortement en laissant aller les données bien classées, comme quoi on les classe bien, on n'a pas besoin de se concentrer sur celles-là. Ça, c'est des approches de boosting. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans des méthodes par ensemble, donc on va combiner plusieurs modèles ensemble, les modèles de base qu'on combine n'ont pas nécessairement besoin d'être très précis. On ne veut pas avoir les meilleurs modèles, des super modèles très performants pour faire nos ensembles. On peut se contenter de modèles plus basiques et de les combiner. La combinaison peut donner des performances qui vont être supérieures à avoir un gros modèle complexe. Et donc, souvent, dans ce contexte-là, surtout si on veut faire des ensembles avec beaucoup de membres, avec une grande quantité de membres, la simplicité est souvent préférable à la performance. Donc, on préfère avoir des modèles simples, mais d'en générer plusieurs. Ça va être une meilleure façon d'exploiter l'approche par ensemble. Mais ce qui est important surtout, c'est d'avoir une diversité dans le classement. Donc, on veut pouvoir spécialiser dans certains domaines. On veut s'assurer que les erreurs ne se font pas à la même place dans nos différents membres formant notre ensemble. À vrai dire, si on démontre que les erreurs des classifieurs des différents membres sont IID, indépendantes et identiquement distribuées, comme on avait comme théorie, comme hypothèse de base pour le théorème de Condorcet, on peut démontrer qu'avec un très grand nombre de membres, donc la variable L ici, c'est le nombre de membres, notre erreur d'ensemble va tendre vers le taux d'erreur Bayésien optimal, ce qui est l'idéal, ce qu'on peut avoir au mieux. Donc, c'est quand même très intéressant. Il y a différentes approches pour faire des combinaisons. On peut faire des approches qu'on dit parallèles. Donc, il y a les membres travaillent en parallèle sans échanger d'informations a priori. Donc, chacun prend une certaine décision. Puis, c'est ces décisions-là. Donc, si on a L membres, on va avoir L décisions. On va les combiner de différentes façons. On va les combiner par des votes pondérés, des mixtures d'experts. On a aussi l'approche de stack generalization qu'on va voir cette semaine aussi. On peut aussi faire une combinaison en série. Et là, c'est plus de dire d'avoir des étages. On a un premier classifieur qui fait le traitement. Et s'il y a des doutes sur sa décision, c'est à ce moment-là qu'il va activer le deuxième étage, qui peut après ça prendre une décision s'il est confiant ou activer le troisième étage et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait atteint le dernier étage. Ça crée des cascades de classifieurs. Puis, un peu plus formellement, on va dire que les méthodes par ensemble, dans le fond, c'est une fonction qu'on va appeler H-bar. H-bar pour un peu la valeur d'ensemble, la valeur moyenne souvent, sans nécessairement que ce soit une moyenne. Ça correspond à une fonction qu'on applique sur chacun des modèles individuels. Donc ici, on en a L. Donc, on a vraiment H1, H2, HL, qui sont nos L membres qui composent l'ensemble. On a une fonction de combinaison. Ça nous donne le H-bar. On a une certaine paramétrisation d'ensemble qu'on pourrait avoir ici.